Ouais, pourquoi tu es venu aujourd'hui, toi? Il est fou, pour l'instant, il va pouvoir répondre après. La première des synthèse, choses, voilà. la première des choses, c'est d'écouter. Et ce que j'ai entendu là, on a passé 20 minutes, ce que j'ai entendu là, d'abord, j'apprécie le côté positif des propos des uns et des autres. À un moment où les discours sont très catastrophiques, la situation est préoccupante, il est important de le dire, de s'en rendre compte et de ne pas fuir devant cela. La question du dérèglement climatique, elle est là. La question de la chute de la biodiversité, elle est là. Et la question aussi sociétale de recherche de sens, de manque de sens, de besoin de sens, est à remettre en ligne. Monsieur Gruau, dans son propos, parle d'une période intéressante. C'est aussi ce que je partage. On doit rentrer dans une période intéressante. Au moment où plein de gens disent c'est terrible ce qui nous arrive, le côté intéressant, je partage ce qui a été dit sur le fait des jeunes qui se sont mobilisés. Lycéens, collégiens, et qui se sont mobilisés très pacifiquement. Ce côté-là est important, mais on sent de la détermination derrière. Notre avenir, ça va être quoi? Et ils viennent interpeller le monde des adultes, qui est le monde de leurs parents, de leurs grands-parents. Et moi, je trouve aussi très très sain qu'ils commencent à s'exprimer. Et là, donc, le plaisir aussi d'avoir autour de la table les responsables d'enseignement scolaire au collège, lycée, parce que vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, vous avez vous aussi un rôle extrêmement important à jouer. Donc le plaisir cet après-midi de pouvoir échanger et en direct et sans aucun tabou avec les jeunes sur les questions, répondre, parce qu'il y a la question politique, la politique notamment nationale, où les politiques nationaux n'ont pas forcément une très bonne presse. Et bien pouvoir répondre, se faire interpeller et démontrer aussi ce que l'on peut faire quand même. Et ce qui est de notre responsabilité de faire maintenant. Alors, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas de la rupture. Par contre, le virage, il doit être pris. Il faut qu'on se donne des perspectives, et on se les donne. Ce n'est pas les politiques qui doivent les donner, c'est les politiques avec la population, notamment avec les professionnels. C'est en travaillant ensemble que l'on pourra avancer, et puis avec le rôle, je le redis encore, essentiel de l'éducation. Comment, parce que les jeunes sont demandeurs, comment faire en sorte qu'on puisse les accompagner, et de ce fait, c'est ensemble que le virage, on va le prendre, et pour moi, ce sera aussi une forme de bonheur, de sens retrouvé collectivement, et puis là, c'est à l'échelle planétaire. Je voudrais, puisqu'on est en conférence de presse, je voudrais aussi dire un mot sur le rôle de la presse, ça a déjà été introduit tout à l'heure, à savoir, il y a besoin de faire savoir. Et pour moi, à l'avenir, le rôle de la presse et de toutes les presses, dans la mesure où on vous donne de l'information, que vous soyez à même c'est votre rôle de faire en sorte que les lecteurs s'enrichissent et que le niveau de réflexion s'élève, parce qu'il faut reconnaître que ces dernières décennies, collectivement, il y a la télé, il y a le net, il y a les fakes, il y a tout est embrouillé. Comment retrouver de la véritable information et discerner pour les jeunes justement l'aspect connaissance objective avec les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas encore parlé de la communauté scientifique qui est présente, ça aussi c'est drôlement intéressant. Au sujet, moi j'aime beaucoup travailler en réseau par rapport au sujet que je porte, et je travaille beaucoup avec la communauté scientifique. Un exemple, un de tes collègues du CNRS, Jean-Marc Bonmatin, CNRS Orléans, le spécialiste des abeilles et de l'impact des pesticides néonicotinoïdes qui sont des neurotoxiques sur l'abeille. On s'est rencontrés en 2012, il m'a interpellé en lien avec l'association des apiculteurs français, l'Union nationale des apiculteurs français, le syndicat, pour dire ce serait bien que vous travailliez sur ce sujet, comme je travaillais sur ce qui est devenu la loi Labbé. Donc je me suis intéressé, et d'une façon extrêmement pédagogique, il nous a expliqué les enjeux.
sur le côté neurotoxique qui touche le système nerveux central alors des insectes ravageurs, mais du fait que ils sont tous des insectes, eh bien les insectes qu'on ne souhaite pas tuer, ils le sont aussi, ou bien déroutés lorsque ce ne sont pas des doses létales. Enfin, c'est à la fois compliqué, mais c'est à la fois simple à expliquer. Et sur le fait que ça touche le système nerveux central de l'insecte, les organismes vivants sont faits de la même façon, on a aussi notre système nerveux, et alors c'est pas foudroyant pour l'humain, par contre l'effet cumulatif et l'effet cocktail avec les autres molécules diverses et variées font que, notamment, la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle dans le monde agricole. Alors, c'est pas du tout, là encore, il ne s'agit pas de cibler, de montrer du doigt, par contre, il s'agit de se dire, là, lui, il nous disait, il faudrait qu'on arrive à l'interdiction. Donc moi j'avais pris une stagiaire, préparé un colloque parce qu'on a les moyens de faire les choses, 6 mois de travail, et puis on avait débouché sur une résolution européenne. Et là, c'était Stéphane Le Foll, avec qui je m'entendais bien, qui était ministre de l'Agriculture, et il me dit, pour ta résolution, tu n'auras pas un avis favorable, tu auras un avis défavorable. J'ai dit non mais attends, sur un sujet comme celui-là, et il me dit non mais ce sera un avis défavorable, on a nos stratégies avec l'Europe et tout. Je lui dis écoute, ça va péter, alors il me dit oh bah ça je te fais confiance. Je lui dis mais moi j'ai pas envie que ça pète, est-ce qu'on peut discuter, est-ce que tu peux me mettre un avis de sagesse et pas un avis défavorable? Il me dit non mais c'est décidé au niveau du gouvernement, ça sera comme ça. Alors après, c'est les discussions avec les lobbies, c'est tout ça. Toujours est-il que puisqu'à cette issue, je le répète, que quand dans mon propos, j'avais 20 minutes et je me dis, je pourrais peut-être avec mes arguments faire pencher la balance de la majorité. En fait, je monte à la tribune, on me dit Joël, c'est mort, il y a des mots d'ordre de vote, ça va pas passer ta résolution. Et au fil du temps, je sortais mes arguments, il y en a qui se foutaient de ma gueule devant, là, un petit joueur, et là, ça monte. Et je me dis, putain, c'est trop là. J'arrête de parler, j'enlève ma cravate et je dis, non, ça va. Moi, je ne mettais pas de cravate habituellement. Je mets la cravate parce que ça fait partie des codes et je respecte. Mais là, moi, je trouve ça indigne. J'enlève ma cravate, je la mettrai plus. Alors, ça avait fait du bruit. Seulement, c'est la première fois où on parlait des néonicotinoïdes en séance. Et les journalistes qui ont fait leur boulot, je me dis tout de suite, putain, j'ai dû faire une connerie là, parce que ce type de publicité, c'est pas forcément terrible. En fait, les journalistes sont allés chercher derrière la cravate, il y avait les insecticides d'une part, mais surtout la vie des abeilles et tous ces aspects-là. Et du coup, ça m'avait un peu mis en lumière, mais c'était pas le but. Par contre, on m'aurait dit ce jour-là qu'un an et demi après, les néonicotinoïdes auraient été interdits dans le cadre de la loi biodiversité. Je ne l'aurais pas cru. C'est arrivé. Et donc le départ, c'est une prise de conscience. Enfin, une prise de conscience, non, ils avaient la conscience. Mais les travaux qui sont menés par les scientifiques, ils se disent non, c'est ça maintenant. Alors soit on donne nos rapports et puis ils en font ce qu'ils veulent, ou soit, alors il y a la notion de science citoyenne maintenant, ou soit on va interpeller les élus pour dire mais alors voilà ce qu'on sait, on ne peut pas en rester là. Et donc ça aboutit à cela. Un mot du GBO, j'ai connu et pratiqué le GBO lorsque j'étais maire de Saint-Nolff. Et avec donc mon Patrick, que tout le monde connaît sur le territoire. J'apprécie bien aussi André Piquet, qui est le président, qui était collègue maire. Donc, et j'ai eu un accompagnement, nous on était en Agenda 21. J'étais déjà écolo, alors écolo dans le sens ouvert, je fais gaffe hein, parce que les écolos donneurs de leçons et qui vont dire aux paysans comment travailler, ça peut être énervant, c'est même énervant. Quand ils sont très urbains, intellectuellement très avancés, mais vous leur donnez des leçons à tout le monde, moi ça me convient pas. Donc j'étais écolo rural. Et je me dis, il y a lieu de faire bouger les choses et on était en Agenda 21. Eh bien la première décision qui a été prise, et collectivement parce qu'on s'oblige à discuter avec la population, la première décision qui a été prise, ça a été d'aller au zéro phyto sur nos espaces publics de la commune. On me dit, tu nous emmènes où attendez, ces produits sont dangereux, on peut s'en passer sur le territoire de la commune, eh bien on doit y aller. Alors, je passe les étapes, donc avec un moment délicat, 2009, donc 2007, on était à zéro phyto, et puis alors, mes employés communaux, ils étaient de bonne volonté parce qu'ils se faisaient engueuler, tu fais pas bien ton boulot, c'est dégueulasse, ouais, mais c'est les élus. Alors, il y a ceux qui comprenaient, mais il y en a un qui était un très bon professionnel, qui avait été formé comme ça, à ce que tous les allées soient propres, et lui, il a été mal de cette histoire-là, et d'où l'importance. Et 2009 était pluvieux.
J'avais pris 15 jours de vacances, je rentre, ma secrétaire générale m'appelle pour me dire, Joël, il y a une famille qui tient à te voir, il y a eu un décès, elle tient à te voir lundi en urgence. Je rentre le samedi, je vais au cimetière, je me dis putain. Alors c'était les herbopholes, comme on les appelle, congé des personnels, et donc le cimetière il était pas chouette. Donc je vois la famille dans mon bureau le lundi. Joël, tu respectes plus les morts. Là, je suis touché. T'as oublié que ton père est là. J'avais été. Alors là, j'ai convocation de tout le monde et j'accuse personne. Par contre, maintenant, le cimetière, on se débrouille, on prend de la main-d'œuvre d'insertion. Par contre, il faut que le cimetière soit toujours nickel. Et après, ça a suivi. Alors, j'arrive sénateur, je participe à la mission d'information sur les pesticides, leur impact sur la santé et sur l'environnement. Donc, ça confirme ce que je savais déjà bien au-delà en auditionnant la communauté scientifique. Donc bien au-delà, y compris sur la santé des agriculteurs. Et donc même chose, puisque je l'avais appliqué sur ma commune, je suis nouveau, je me dis, je ne savais pas trop comment faire quand j'arrive au Sénat, parce que je débarquais, et je me dis, je vais faire une proposition de loi interdisant les pesticides sur les espaces publics des communes. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai pratiqué. Et puis dans les jardins domestiques, parce que là aussi il n'y en a pas besoin, les maraîchers bio le démontrent, les associations jardinaux naturels incroyables comestibles qu'on avait auditionnées démontrent qu'on peut faire sans. Et donc je fais la proposition de loi. On me dit, Joël, tu es un peu utopiste, c'est pas comme ça que ça marche, tu vas avoir l'Europe, tu vas avoir les lobbies. Je suis quelqu'un, comme on est de la campagne, on est des gens un peu tenaces, bretons en plus. Et je me dis, on va tout faire, mais avec la mission d'information. Les missions d'information, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont pluripolitiques. Et on entend tous la même chose. Et moi, j'aime bien, je déteste plus que jamais les barrières politiques qui font qu'on est d'un bord ou de l'autre. On a des convictions, moi j'ai mes convictions, mais je respecte les êtres humains de quelque bord que ce soit. Et les politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est des parents, c'est des grands-parents, c'est des humains. Et ce côté-là, quand on a fait tomber la barrière et qu'on est à même de discuter ensemble, eh bien, on doit pouvoir avancer. Alors, on n'était que 10 écolos, alors on me dit, tu rêves, tu n'auras jamais de majorité. Et en fait, au bout d'un an, en travaillant avec la communauté scientifique, avec les communes qui pratiquaient déjà le zéro phyto, eh bien, on réussit, malgré le poids du lobbying, parce qu'il y en a eu, à faire voter la loi, trouver une majorité au Sénat, puis trouver une majorité à l'Assemblée, et d'où l'application pour les communes 1er janvier 2017 et les particuliers 1er janvier 2019. Et en parallèle, sur les molécules très dangereuses en agriculture, c'est le cas des néonicotinoïdes. Alors on dit, ouais, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir vivre sans. Eh bien, il faut quand même se dire qu'avant l'arrivée des néonicotinoïdes, des années 95, et ben on vivait quand même. Et puisqu'ils sont mauvais et toxiques, y compris pour l'humain, il y a un moment où on doit plus se poser la question. Oh oui, mais il faut du temps. Alors, il faut peut-être un certain temps, mais il y a un moment où il faut que la loi interdise, et à ce moment-là, le travail sur les alternatives, alors notamment aussi la science. Je regrette, mais je le dis publiquement, qu'au niveau de l'INRAS, où ce sont aussi des scientifiques, des bons scientifiques, eh bien, la recherche sur les alternatives, sur la question des cultures associées, sur la question des variétés, et des variétés population. La question des semences paysannes, parce qu'il y a ceux qui veulent aller vers la recherche OGM, où on bidouille, on voit que chaque fois il y a des effets qui sont pervers, donc on revient. Alors une recherche extrêmement moderne, mais qui part sur les bases du vivant et des équilibres du vivant. Alors j'ai été un petit peu long. On est dans le croisement entre la journée mondiale de l'eau qui nous réunit, mais aussi la semaine des alternatives aux pesticides, et cette semaine qui a commencé en France et qui est généralisée. Alors avant-hier, j'étais invité à animer la conférence d'ouverture de la semaine des alternatives aux pesticides de la région bruxelloise à Bruxelles. Avant-hier, j'étais à Bruxelles parce que en plus, la loi Lambé, puisqu'elle est appliquée en France, et moi je m'en pavane pas, on pourrait dire, t'es content, t'as ton nom dans l'histoire. Moi, c'est une toute petite loi, mais c'est juste un pied dans la porte par rapport à ces sujets-là. Et on est le premier pays à être allé jusque-là. Donc ma résolution européenne n'était pas passée, mais depuis, on a une autre qui est passée.
Et donc je fais les capitales européennes pour essayer d'aller sensibiliser. Parce qu'un de mes objectifs de ce mandat, c'est de réussir à faire en sorte qu'elles s'européanisent. Parce qu'après, certains vont dire, ouais, les Français sont pénalisés, mais c'est aussi le cas des molécules agricoles. Si on interdit en France, il faut que ça soit aussi interdit ailleurs. Et quand on a interdit, il faut interdire les importations de produits qui ont été produits avec ces soutiens-là, autrement ça ne marche pas. Je termine en 2 minutes et puis juste... Non, c'est parce que c'est pour le mettre du temps, c'est Laurent qui rappelle que on doit... Enfin, il y a... Donc ça démarre à 13h45. Alors voilà, donc c'est pour ça. Ça termine rapidement. On nous a dit qu'il fallait qu'on respecte le temps. Ah ben alors vous faites bien. Non, mais moi aussi, mais alors, je ne savais pas si je... Et puis emporté par... Le dernier mot que je voulais dire, c'est que j'ai entamé un nouveau travail depuis 1 an maintenant sur les plantes médicinales et la reconnaissance du métier d'herboriste. C'est aussi lié aux pratiques agricoles et à l'aménagement du territoire et au développement local. Il y a de l'énorme développement possible là-dessus, avec le côté pour la santé humaine, d'une part, pour la santé animale, le traitement des troupeaux via les huiles essentielles, alternatives aux antibiotiques. On parle beaucoup d'antibiorésistance maintenant. Les alternatives, on les trouve aussi dans la nature, dans le vivant végétal. Et puis aussi le soin des plantes par les plantes, ce qu'on appelle les préparations naturelles peu préoccupantes. Comment on fait en sorte qu'elles puissent être mises sur le marché, parce que même en agriculture qui n'utilise pas de produits de traitement, il y a des moments où il est nécessaire de traiter, et donc il y a des produits alternatifs et qui peuvent être à base de plantes. J'ai été trop long, je vous remercie beaucoup. Juste une petite question rapide. La loi concernant votre loi, si je peux me permettre, concernant les particuliers, est entrée en vigueur le 1er janvier, donc il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà un premier retour sur la façon dont ça s'est vécu, ça s'applique? Alors les premières questions, ça a été qu'est-ce qu'on fait des stocks Alors il y a ceux qui ont stocké avant, qui les ont et qui les utilisent discrètement. Alors c'est interdit, mais on ne va pas mettre un flic derrière tout le monde. Et puis quand leur stock sera épuisé, mais la grosse majorité des gens n'utilisent plus. Et il y a des organisations pour justement récupérer les stocks, mais aussi les bidons, même vides, pour qu'ils soient retraités par la collectivité publique. Donc ça c'est en cours. Et globalement, ça fonctionne bien. C'est aussi l'intérêt de la loi. On va dire, ouais, mais il n'y a peut-être pas besoin de loi, les gens ils savent, ils savent que faire et tout. Alors, il faut reconnaître que les producteurs de ces molécules poussent à consommer, et puis dédramatisent complètement. Non, mais c'est pas si grave que ça et tout, c'est pas si important que ça. On le sait maintenant. Donc ça a été interdit et ça fonctionne plutôt bien. Alors en Belgique, on me dit mais comment vous avez pu réussir à faire ça? Parce que nous, on voudrait bien aussi. Ça a été juste la question de trouver une majorité. Et donc, ce côté-là, on a trouvé la majorité. Et maintenant, parce qu'on avait annoncé la catastrophe pour les finances communales, et puis la catastrophe aussi pour des gens qui se nourrissent dans leur jardin et qui ne pourraient plus se nourrir. J'avais entendu ça aussi. Et il y a eu, enfin oui, juste pour en finir, parce que j'ai parlé du cimetière, et il y a eu une dérogation par rapport au cimetière, parce que dès que ça a discuté cimetière, moi je savais ce que j'avais vécu, j'aurais pas eu de majorité si j'avais maintenu les cimetières, et puis il y a un autre endroit sensible, c'est le terrain de sport, pour d'autres raisons, et donc ils ont été écartés. Il y a un travail qui est mené sur les communes de végétalisation des cimetières, alors que c'est pas obligatoire de ne pas traiter, et c'est parti, ce qui fait que sans trop tarder, on va pouvoir mettre une interdiction totale cimetière. Et puis il y a des chercheurs qui travaillent aussi sur les alternatives aux pesticides sur les gazons, notamment via des biostimulants. Il y a une boîte de Brive-la-Gaillarde qui travaille sur des terrains de rugby. Alors, ils sont sollicités, les gazons. Eh bien, c'est rendre le gazon très, très costaud, puisque c'est toujours la concurrence entre les plantes, de telle sorte qu'il ne laisse pas la place aux autres. Et je trouve ça drôlement intéressant comme recherche. Donc, même pour les pelouses de stades internationaux, on doit pouvoir y arriver, et c'est parti dans cette logique. Juste une dernière chose très pratique et très concrète. Là, le printemps arrive, donc on va rentrer dans la période où les jardiniers vont être confrontés aux maladies, aux ravageurs, etc. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour jardiner sans pesticides? Comment on fait? Alors, beaucoup. Alors, d'abord, il y a un certain nombre de brochures qui ont été éditées
et vulgarisé sur le basique du zéro pesticide, la question des taillages qui, au-delà d'empêcher les plantes de pousser, retiennent l'eau, retiennent l'humidité, mais aussi de la matière organique. Alors, après, il y a de la subtilité des plantes associées. Les plantes répulsives ou qui vont attirer les insectes ravageurs et qui vont permettre qu'ils n'aillent pas sur les autres. Alors, il y a toute une alchimie du jardin à mettre en place. Alors, répondre comme ça, moi je les invite à aller, il y en a en ligne d'ailleurs, des brochures, et puis les organismes qui ont un rôle à jouer là-dedans, eh bien vulgarisent la connaissance là-dessus, de telle sorte que ça puisse, oui, qu'effectivement, on ne fasse pas des gens sinistrés de leur jardin potager. Donc c'est... Comment ? C'est pas le cas, c'est vrai qu'on a plein d'associations, on voit l'association Pollen qui intervient dans l'établissement scolaire, on conventionne avec eux, et effectivement ils sont vraiment dans l'accompagnement, dans l'explication, et je trouve que voilà, ça va à l'encontre des stéréotypes et des schémas qui peuvent être véhiculés par certains adultes. Donc, et c'est vrai que c'est extrêmement important de se dire que ça existe et c'est possible et c'est tout à côté. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que je rebondis à deux choses. Petit 1, ça concerne des gens qui sont un peu quand même dans l'élite, mais qui connaissent. Et moi, je parle du grand commun des mortels, des jardiniers. Et donc, ça, vous parliez tout à l'heure du rôle que devrait avoir la presse pour justement être vecteur pour faire connaître ces solutions, et donnez-les quoi. Et moi, parce que j'ai aussi cette activité dans le jardinage, à travers un site assez connu, pour répondre aux questions, il faut pouvoir être précis et avoir des réponses qui soient efficaces. Et où est-ce qu'on les trouve? Et c'est pas si évident que ça, mis à part un certain nombre de gens qui sont évidemment très au fait de ces questions d'environnement. Il n'y a pas que des gens, vous parlez du monde associatif, donc il y a des gens réunis, regroupés. Par exemple, les jardins partagés, il y a beaucoup de jardins partagés maintenant. La plupart des jardins potagers, ils s'imposent. Alors, il y a ceux qui viennent dedans et qui ne sont pas au courant, mais ils voient les autres, ils discutent entre eux. Donc, les solutions existent, sont déjà appliquées sur le terrain. Donc, il s'agit de les généraliser. Je peux vous inviter, si vous voulez, à venir lorsque l'association Pollen va venir pour expliquer aux élèves dans le cadre du jardin pédagogique, parce que ce que les élèves apprennent sur le terrain, ils en sont aussi porteurs auprès de leur famille et auprès effectivement de la population, même si effectivement j'entends bien qu'il faudrait développer très largement à un niveau plus important ce type de pratique et d'échange. Je viendrai. Il y aura l'opération Bienvenue dans mon jardin qui aura aussi au mois de juin, comme tous les ans, organisé. Et si je peux me permettre aussi, il y a la technique il faut aussi qu'on apprenne à en faire moins. Il faut qu'on apprenne à laisser faire aussi, en faire moins. On travaille la terre alors qu'il faut la laisser au maximum. Et c'est quelque chose qui est très facile à faire. Bon, ça on va pas balayer là, mais c'est quand même pour que ça puisse s'appliquer, il faut vraiment donner vraiment la clé pratique et renforcer que tout le monde connaît, etc. Si on prend le cas du jardin, derrière tu loupes ta récolte, c'est pas trop grave. En agriculture, on fait aussi des choses aussi de la même façon. Maintenant, on fait des essais, on se loupe. Mais, quand tu parlais tout à l'heure des cultures associées, tout ça, mais ça va à une vitesse grand V. On est dedans, quoi. Et après... Quelle est votre position sur le glyphosate dans deux mots Alors, on est parti sujet. Donc, le glyphosate, d'abord, c'est un désherbant total. Et c'est le désherbant total le plus utilisé au monde et le plus radical. Parce que c'est vrai qu'on passe le glyphosate, on est sûr que... Alors on nous dit le glyphosate, ça grille la plante, mais c'est le seul effet. Alors il y a d'autres, il y a les procès qui sont... Il y a des effets sur la santé humaine. Gagner un procès sur Monsanto alors qu'on n'a pas d'éléments tangibles, ça ne tient pas. Sur la question globale du glyphosate, et certains disent ouais, mais tant qu'on n'aura pas de molécules alternatives, on ne pourra pas. En fait, là, si on se reporte à il y a 50 ans, on faisait sans glyphosate. Par contre, il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture d'il y a 50 ans, sauf à tous les bons principes de l'agriculture d'il y a 50 ans, et en utilisant les énormes progrès
qui ont été faits, les bons côtés du progrès. Et si on écarte les mauvais côtés, alors l'expérimentation est déjà faite par l'agriculture bio, le maraîchage bio, les productions bio. Alors, il n'y a pas, là encore, c'est compliqué et il n'y a pas de solution toute faite et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ça suppose aussi un accompagnement. Vous avez parlé tout à l'heure, je développe un tout petit peu, mais la question, quelque part, le paysan fait le sale boulot. Non, mais quand je dis ça, souvent les gens ne se rendent pas compte que la nature, elle est hostile par définition. C'est ça que je veux dire, parce que si vous prenez un Africain qui, lui, n'a pas le droit de cultiver son sol parce qu'on veut des animaux sauvages et qui est en survie, alors que nous, c'est l'image que je veux. Oui, non, mais... Alors que nous, ici, on a la chance de vivre sur un territoire parce qu'on l'a apprivoisé. Enfin, pas nous, mais il y a des mille années. Donc, derrière ça, on se rend bien compte que quand le territoire il n'est plus occupé, si on va sur la presqu'île de Sarzeau, où on n'a plus voulu de chasseurs et on n'a plus voulu de paysans, aujourd'hui, c'est les sangliers les patrons. Voilà, je caricature un peu, mais je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'il ne faut pas l'opposition. Il faut construire, il faut avancer. Moi, je vous dis, j'arrive à 60 ans, moi je sais aussi ce que c'était que de ne pas faire du bio, parce que aller écraser des chenilles pour pas qu'ils mangent des feuilles de chou, être à quatre pattes dans les rangs de betteraves chez les voisins, tout ça, moi, c'est mon enfance. Puis j'étais heureux. Mais aujourd'hui, les erreurs ont été faites, on avance. L'eau, je dis le programme, c'est derrière nous, les plantes associées. Moi, le glyphosate, je ne suis pas un grand utilisateur du glyphosate, ça m'arrive de l'utiliser. Mais quand je vois les gens, quand on voit les médias nationaux, Élise Lucet en tête, qui nous montrent l'utilisation du glyphosate en Argentine avec des avions qui passent, je caricature un peu, mais sur les villages, et des gens comme nous qui sommes à 1,5 litre, 2 litres à l'hectare pour ceux qui l'utilisent, on n'est pas dans les mêmes échelles. On fait pas. Moi, c'est pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je suis conscient aussi que de toute façon, par l'économique, on voit bien les gens, les pétrochimiques et tout. Ils voient bien que s'ils ne peuvent pas développer demain du chimique, ils vont vers le naturel parce que c'est l'argent de la sœur là. Donc ils iront. Et c'est ça que faut pas se faire peur, je dirais. Vous avez juste dit, on a dans notre civilisation occidentale, on a apprivoisé la nature. On l'a pas apprivoisé. On l'a rendu vivable. Oui, alors. On est allé au-delà, juste l'au-delà, qui fait qu'il y a une partie du vivable qui a été touchée. Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut réhabiliter, comment travailler avec le vivant. Voilà. Alors là, la question glyphosate, parce que l'impact n'est pas que sur les plantes. Non, mais bon, je vais trop loin dans la technique, mais moi c'était une allusion au semi-direct qu'on fait maintenant. Si on ne fait pas le semi-direct, on ressort les charrues. Oui, il n'y a pas de solution toute faite, c'est pas si facile que ça. Non, il n'y a pas de leçon à donner. Maintenant, il y a de l'expérimentation qui est faite en roulant les couverts végétaux. Alors, là encore, il y a besoin de faire de l'expérimentation et qu'il y a des territoires qui peuvent être différents les uns des autres. Et il y a des terres qui ont été rendues à la culture qui, par le passé, étaient toujours des prairies permanentes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au début. Les fonds de vallée. Les fonds de vallée, si on ne veut pas d'animaux, si on veut plus manger, si on veut plus valoriser l'herbe par la protéine végétale, l'herbe, c'est 40 à 50% quand même de la superficie globale du monde quand même. Et donc cette protéine végétale là, on la transformera par le biais de l'animal, on la transformera en protéine pour les êtres humains. Bien sûr. Donc on va pas. On pourrait développer. Il y a juste un point important sur ce que vous avez dit. Il y a une part de quelque part sale boulot. En fait, tout votre boulot il est noble. Et il y a la production d'une part, mais il y a aussi les services que vous rendez. Collectivement le monde agricole et paysan, les services que vous rendez à la société. Dans la mesure où vous préservez la qualité de l'eau, dans la mesure où vous préservez la biodiversité et de ce fait de la santé humaine et que vous produisez des produits de qualité. Et on travaille sur le fait de reconnaître des paiements pour services environnementaux. C'est plus que des subventions, c'est des services qui sont rendus. Et la société doit vous payer pour cela. Et ça change complètement